Merci beaucoup. À toi, Juliette. Alors, bonjour à toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent. On va commencer cette conférence de presse avec Étienne Klein qui nous fait le plaisir de revenir parmi nous suite à la première conférence qu'il y a eu tout à l'heure et qui va prendre la parole quelques minutes pour nous éclairer sur la relation entre la vulgarisation scientifique et la société. Est-ce bien ça ? Si vous me le demandez, je vais le faire. D'abord, je voulais dire que j'ai été très heureux de participer à cette discussion avec vous-même et avec Jean-Marc Jancovici. J'ai été frappé par la jeunesse du public, qui me semble être un bon signe, puisque les jeunes gens qui sont là vont avoir beaucoup de temps dans leur vie future pour expliquer ce qu'ils savent. Et donc, c'est un investissement qui est beaucoup plus rentable que si on s'adressait à des personnes plus âgées. Alors la diffusion des connaissances, je sais d'expérience que c'est extrêmement difficile. Voilà. Extrêmement difficile parce que la science, elle est victime, je parle de sa diffusion, de ce que j'appellerais une crise de la patience. C'est-à-dire que quand on veut démontrer ce qu'on sait, pour que ça n'apparaisse pas comme un argument d'autorité, il faut raconter toute une histoire qui peut être très longue, parfois ennuyeuse, parfois passionnante. Et dans le cas du climat, c'est un peu différent, ou plutôt rendu encore plus difficile par le fait que ce qu'on a annoncé n'est pas forcément réjouissant. Et ce que j'aime dans ce que j'ai vu de la fresque du climat, c'est qu'on se donne le temps, on a le temps d'expliquer. Il y a un aspect ludique qui me semble nécessaire quand ce qu'on a à comprendre n'est pas forcément réjouissant, mais au moins on a la joie de comprendre. Même si ce qu'on comprend n'est pas gai, le fait de le comprendre procure une joie intellectuelle. Et je pense que le côté ludique associé à la pédagogie, c'est une clé essentielle. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer tout le temps, mais le jeu est une sorte d'invitation à entrer dans l'affaire, dans le jeu, dans la discussion, et c'est un bon moyen d'avoir envie d'avoir des compétences. Comme le disait Spinoza, que je me permets de citer ici, Spinoza disait il n'y a pas de désir de vérité. En tout cas, il n'y a pas de désir spontané de vérité. Et donc, pour accéder à la vérité, à l'idée qu'elle a de la valeur, il faut suivre un parcours dans lequel peut-être le jeu peut avoir une place qui permet l'initiation, le déclenchement. Très bien, merci beaucoup. C'est tout ? Voilà. Je suis désolé, je dois vous quitter. Oui, merci. Oui. En tout cas, merci d'avoir été là. C'était un plaisir. Participé à je cette souhaite juste avant. un bon travail, voilà. Ludique. Merci à toi et merci aussi pour tout ce que tu fais sur les questions de sensibilisation scientifique, enfin de vulgarisation scientifique et de méthode de vulgarisation. Je pense que c'est très important. Merci, à bientôt. Merci. Donc je passe la parole à Cédric Ringenbach, qui est président fondateur de la Fresque du Climat et qui va ouvrir cette conférence de presse en faisant quelques annonces. Cédric ? Et tu me donnes combien de temps ? Je ne sais pas, 10 minutes ? 10 minutes, ça marche. Okay. Merci Juliette. En effet, on a souhaité pendant ce festival de la Fresque du Climat prendre quelques minutes pour parler aux journalistes à propos de où on en est de notre aventure Fresque du Climat. Donc, je vais commencer par vous donner quelques éléments de l'historique et puis ensuite on va aller vers la projection vers la suite. Donc, pour refaire rapidement l'histoire, la fresque, elle est née en 2015, juste avant la COP21. Pendant que je donnais des cours sur le climat, j'ai testé un format d'atelier qui s'est avéré assez efficace pour bien faire rentrer dans le cerveau des gens ce sujet un peu compliqué qu'est le changement climatique. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'utiliser cet outil régulièrement dans mes cours et il s'est affiné jusqu'à obtenir la forme qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire très autoporteur. Et c'est un outil qu'on peut mettre facilement dans les mains d'animateurs que l'on forme rapidement. Et donc, il y a 3 ans, on a eu un moment particulier qui était que on a eu l'occasion de faire jouer 900 étudiants en une demi-journée. Il a fallu recruter 30 animateurs. J'ai eu 2 semaines pour le faire. J'ai réussi et ça s'est bien passé. C'est-à-dire que 30 personnes qui ne connaissaient pas l'outil 2 semaines avant se sont retrouvées tous devant une salle de 30 élèves. Ils avaient 5 tables de 6 personnes à faire jouer. Ils venaient juste d'être formés et ça s'est bien passé. Ce jour-là, ça a été un jour qui est fondateur parce qu'on a compris que cet outil, il peut passer à l'échelle.
Désolé. Cet outil peut passer à l'échelle. Et on a besoin de ce passage à l'échelle pour quand on va parler du changement climatique. Je me rappelle d'ailleurs des paroles de Jean-Marc qui disait un jour moi je donne des conférences devant quelquefois 1000 personnes, mais 1000 personnes plus 1000 personnes plus 1000 personnes, ça ne fait pas des millions. Et il disait ça pour expliquer qu'il faut justement utiliser les médias pour parler au plus grand nombre. Et du coup, il parlait également de son expérience avec les médias, qui était qu'on lui donnait 1 ou 2 minutes à chaque fois pour le sujet, parce que c'est très contraint. Et donc, on a vraiment cet enjeu maintenant de passer à l'échelle, c'est-à-dire trouver des façons de parler à des millions de personnes en prenant le temps suffisant pour le faire et leur faire comprendre l'enjeu climatique. Une fresque, ça dure 3 heures. 3 heures, c'est un temps suffisant pour vraiment avoir la claque, le fait de comprendre qu'il y a un sujet très grave qui arrive. Et donc, à la fois le temps suffisant pour le faire et puis toucher un suffisamment grand nombre de personnes, là, on va avoir un levier suffisant pour y arriver. Donc voilà, je voulais tout ça pour dire que la notion de passage à l'échelle, elle est hyper importante. Et donc ça, c'était il y a 3 ans. Ce jour, on a fait jouer 900 élèves d'un seul coup. Aujourd'hui, il y a 200 000 personnes bientôt, ou à peu près, qui ont joué à la fresque du climat. Et on a 5 000, 6 000 animateurs qui ont été formés pour l'animer. Ça continue d'avoir une croissance exponentielle et donc on a un rythme qui est de faire x5 tous les ans. Ça veut dire que le million, on l'atteindra au plus tard dans un an. En fait, quand on dit 200 000, on est peut-être au-dessus puisque le compteur, il n'est pas mis à jour par tout le monde, donc on est peut-être déjà au-dessus de 200 000. Donc si on remplit mieux le compteur, le million, c'est peut-être pour avant, dans un an. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer sur cette exponentielle au même rythme. La France ne va pas suffire, donc on a comme enjeu de passer vraiment à l'échelle internationale avec comme optique à Glasgow, à la prochaine COP à Glasgow, de rentrer en contact avec des officiels dans les différents pays. Donc on espère venir à la COP en étant en contact avec les officiels français. Donc on a déjà pris des contacts, on a rencontré le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et la ministre de la Transition écologique. On espère qu'ils vont pouvoir nous aider sur place à rencontrer d'autres ministres dans d'autres pays et qu'ils aient envie de faire la même chose chez eux. Et on arrivera avec une promesse qui est, chez vous, on va partir de 0 et on va arriver à 1 million de joueurs de la fresque en 2 ans. Parce qu'on sait faire. Et comment on fait pour dire qu'on sait faire aujourd'hui ? Parce que depuis 3 ans, on a construit des outils, on a construit du matériel pédagogique, on a acquis des réflexes, on a créé aussi une culture, la culture des fresqueurs qui se connaissent, qui se rencontrent, qui savent, qui discutent facilement entre eux. Et ça, on va proposer de l'exporter dans ces pays et de leur mettre dans les mains cet outil pour passer à l'échelle. Est-ce qu'il y aura un pays cible ou pas ? Pardon ? Est-ce qu'il y aura un pays cible particulier ? Par exemple, le Royaume-Uni. Voilà. Au hasard, alors le Royaume-Uni, oui, puisque la COP a lieu là-bas, donc on va entre maintenant et on a déjà commencé en fait depuis quelques mois et jusqu'à la COP, on a comme objectif de pousser particulièrement la fresque sur place. Et donc ce qu'on veut faire concrètement, c'est qu'il y ait à Glasgow pendant la COP, qu'il y ait plein de fresques dans la zone bleue, la zone des négociations climat, dans la zone verte, celle où il y a les ONG et qui est ouverte au grand public, et puis partout dans la ville. Donc on veut que tous les négociateurs aient eu l'occasion de voir une fresque, soit en live, soit une fresque qui a été mise sur un mur après. C'est l'objectif, et après il s'agira de passer à l'international. Est-ce que tu peux nous dire en combien de langues est déjà traduite la fresque ? Alors la fresque, elle est traduite dans 25 langues. Et ne me demande pas lesquels, je n'ai pas révisé. Non, mais donc ça veut dire que l'assaut est déjà dans les starting blocks pour se déployer partout, quoi. Complètement. Au niveau technique, on est prêt. On est prêt pour aller dans presque tous les pays du monde. Alors, le point suivant dont je voulais parler, c'est également l'utilisation de la fresque dans les entreprises. La fresque, elle est utilisable partout, avec une licence qui est très ouverte. Donc n'importe qui peut devenir animateur, animatrice, et ensuite animer avec sa famille, ses amis, etc. Tant que c'est dans un cadre familial, non commercial, eh bien, il n'y a pas de droit d'utilisation, tout le monde peut s'en servir.
Ensuite, la fresque est également quelque chose qui peut être utilisé avec les entreprises. Donc, des consultants vont faire des propositions à des boîtes pour leur dire, voilà, je viens animer chez vous et je vous facture 1 000 €. Et donc, dans ces cas-là, ils vont reverser 10% à notre association qui a pour but de diffuser la fresque. Les entreprises peuvent aussi décider d'utiliser l'outil en interne, chez elles. Dans ces cas-là, il y a aussi des droits d'utilisation qui sont de 3 € par participant. Et du coup, elles vont pouvoir monter en compétences, former des animateurs en interne et devenir autonomes. Le but est que cet outil se déploie le plus vite possible. Qu'il soit autoporteur. Qu'il soit autoporteur. Et on l'a dit, il y a une urgence avec le climat. Il faut aller très vite. Et donc, il y a cet objectif d'avoir des entreprises qui deviennent très vite autonomes sur l'utilisation du jeu. Et donc, on annonce aujourd'hui un label, le label pour le déploiement de la fresque. Donc, les entreprises vont pouvoir obtenir ce label. Il certifie que l'entreprise est devenue autonome, est en train de devenir autonome, et que chacun des animateurs et des animatrices internes dans l'entreprise a suivi ce qu'on a mis en place, qui s'appelle le parcours du fresqueur. C'est un parcours avec des ceintures comme au judo, ceinture blanche, jaune, etc., au long duquel on n'est pas livré à soi-même, on est coaché par nos aînés. Donc les ceintures blanches vont être coachées par les ceintures oranges, les ceintures jaunes par des ceintures vertes, etc. Donc on a un moyen à chaque étape de vérifier que l'animateur, l'animatrice est à l'aise avec le contenu, avec la façon d'animer, etc. Et en fait, ça va permettre de vérifier le niveau de qualité des animations qui sont faites. Et donc, les entreprises, pour obtenir ce label, vont devoir mettre en place le parcours du fresqueur, respecter un certain nombre de conditions, faire des fresques qui durent 3 heures et pas moins, de faire également un rythme de progression qui soit suffisant. Donc, nous, on double tous les 5 mois. Donc, dans les entreprises, on va leur demander de doubler le nombre de participants tous les 3 mois. Ah oui, parce que, si elles vont pas plus vite que nous, que la musique, ça sert à rien. Donc, il y a cet enjeu-là. Et puis également, on va proposer qu'il y ait un brassage entre les animateurs internes dans l'entreprise et le reste de la communauté des fresqueurs. Donc, notamment au début, quand il va s'agir de faire monter en compétence les différents animateurs et animatrices en interne dans l'entreprise, ils vont commencer par le faire avec des gens extérieurs. Et dès qu'ils auront atteint l'autonomie, ils pourront faire des formations en interne et diffuser ensuite la fresque comme ça très rapidement. Donc, pour les entreprises, c'est intéressant parce que ça garantit déjà qu'il y ait des fresques d'un bon niveau. Et puis, c'est vraiment basé sur l'objectif d'autonomiser les entreprises. Donc, dès qu'elles ont suffisamment d'animateurs expérimentés, autonomes, elles animent elles-mêmes les ateliers. Dès qu'il y a des animateurs expérimentés, c'est eux qui vont faire du coaching pour les débutants, du binomage. Dès qu'il y a des formateurs, les formations auront lieu en interne dans l'entreprise. Et, voilà, et tout ça, ça va pouvoir se faire tout en garantissant un niveau de qualité. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a des entreprises qui vont obtenir ce label ou qui sont déjà dans les conditions de l'obtenir ? On ne va pas vendre la peau de l'ours. Il y a plusieurs entreprises qui se sont déclarées bêta-testeurs, qui ont bien avancé sur le démarrage du déploiement en interne. On est en train de voir avec elles si elles remplissent les conditions. Donc on est en train de les auditer. Donc ces entreprises seront auditées par un auditeur interne de l'association. Donc c'est très sérieux, oui. C'est très sérieux, bien sûr. Oui. Et donc oui, je peux te répondre que oui, il y a plusieurs entreprises, un peu moins de 10 entreprises qui aujourd'hui se sont positionnées pour dire on veut être labellisées et qui sont en train de nous prouver qu'elles peuvent l'être. J'imagine que ces entreprises, elles n'ont pas le droit de toucher au contenu de la fresque, d'ajouter des cartes et de faire une version spéciale pour leur entreprise. Alors en effet, elles n'ont pas le droit de toucher au contenu des cartes. Il arrive quelquefois que les entreprises aient envie de rajouter quelques cartes à la fresque. Donc dans ces cas-là, il faut que les cartes soient très distinctes. Ce n'est pas la même allure. Et en plus, dans le cadre du label, il faudra qu'elles nous montrent ces cartes et on dira si on est d'accord ou pas. Voilà. Ok, donc c'est très bordé. Mais ceci dit, le fait d'ajouter des cartes à la fresque, en vrai, ça apporte pas grand-chose. En général, c'est plutôt, on a envie de dire, oui, voilà, nous, on est différents des autres. Ouais. Oui, enfin, à part que le forçage radiatif, il vaut toujours 2,3 watts par mètre carré, en tout cas dans le dernier rapport. Un peu plus, même maintenant. Maintenant, il doit être au-dessus, largement. Mais on parle de celui du dernier rapport.
et ça ne dépend pas de l'entreprise. Donc les mécanismes du changement climatique, eux, ne dépendent pas de la boîte. Bon, après, elles ont un secteur économique, elles ont envie d'illustrer sur le jeu là où elles sont impactées. Voilà, donc on peut éventuellement rajouter quelques cartes. Mais ce n'est pas ce qu'on préconise, ce n'est pas ce qu'on pousse le plus. Ce qu'on propose par contre, c'est que la formation des animateurs en interne dans l'entreprise dure une journée entière. Et là, on va amener des éléments, en effet, qui vont permettre d'animer le débat qui a lieu à la fin de la fresque, de l'animer en tenant compte de la spécificité de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise, elle peut être sujette, subir des conséquences du changement climatique. Elle peut aussi avoir un impact particulier sur tel et tel secteur. Et elle peut aussi avoir un impact à l'extérieur. Elle peut avoir un impact en mettant la pression sur ses fournisseurs, en expliquant des choses à ses clients. Des entreprises de conseil vont pouvoir également donner plein d'infos à leurs clients sur les enjeux climatiques. Donc on voit avec eux tout ce qui peut être mis en œuvre pour avoir un impact sur la transition énergétique. Et donc tout ça, on va le packager dans un support de formation spécifique à cette entreprise qui va être donné aux animateurs qui seront formés en interne. Ça aussi, c'est à concevoir avec un intervenant qui est homologué par l'association. C'est un accompagnement, quelqu'un qui sera accrédité par l'association, et ce contenu sera audité par l'auditeur, le but étant, on va être clair, hein, le but c'est qu'il n'y ait pas du greenwashing à cette occasion-là. Voilà. C'est dit. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Je crois qu'il est temps maintenant d'accueillir deux citoyennes pour le climat. Je crois qu'il y en a beaucoup dans cette salle, mais en tout cas, deux membres de la Convention citoyenne pour le climat qui nous font le plaisir de venir. Donc, on est très heureux de les accueillir. Donc, oui, mettez-vous là. Voilà, donc bonjour Amandine et bonjour Evelyne. Donc je commence par vous, Evelyne de Seine-et-Marne, puisque je vous appelle comme ça, puisque c'est comme ça que vous vous appeliez au sein de la Convention. Et bonjour Amandine de Paris. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Donc je répète vraiment, voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous soyez venus parce que vous travaillez, vous n'habitez pas forcément à Paris, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, d'emblée merci. Et puis sur le fond, voilà, on est très intéressés d'avoir des témoignages de personnes qui ont été sensibilisées, alors évidemment de façon plus longue que durant les 3 heures de la fresque du climat, mais le process est un peu similaire. Et tout de suite, je vais vous passer la parole. Evelyne, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé pour vous ? Alors, moi, j'ai reçu un SMS courant septembre 2019 qui était très curieux. Alors, je mets d'un papier, soyez généreux parce que il n'y a aucun problème. Je n'ai pas l'habitude de parler. Alors, j'ai reçu un SMS qui a éveillé ma curiosité et qui me sollicitait pour savoir si j'étais intéressée pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Et si j'étais d'accord pour être appelée. Et le message, il se terminait bizarrement puisqu'il y avait marqué « Répondez oui ou non ». Oui, c'était un peu abrupt. C'était étonnant. Alors, des numéros de téléphone, c'est vrai qu'il y en a eu 300 000 de sélectionnés. C'était pour avoir un échantillon représentatif de la population française pour la parité, l'âge, 6 niveaux de diplôme, les codes socio-professionnels, le type de territoire et la zone géographique. Alors à ce moment-là, moi je me suis engagée pour 6 sessions de 3 jours sur une durée de 4 mois en immersion au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et finalement, il a été rajouté 2 sessions supplémentaires et 5 mois avec un nombre important d'heures de visioconférences organisées. Et je suis rentrée ainsi dans une aventure qui ne m'a pas laissée indemne. Je fais partie d'un collectif de 150 personnes tirées au sort pour sauver le climat. L'objectif de cette... Pardon. Non, je n'ai rien dit. Qui ne vous a pas laissé indemne. Oui, vous allez nous raconter comment... Je vous laisse continuer, Evelyne.
L'objectif de cette convention, c'était d'aller plus loin et plus vite dans la lutte contre le changement climatique et de donner davantage de place à la participation citoyenne dans la décision publique. Avant, moi, j'étais persuadée qu'il y avait des personnes hautement qualifiées qui s'occupaient de cette réalité climatique. Je ne soupçonnais même pas l'ampleur de la catastrophe annoncée. Le premier week-end d'octobre a été chargé en informations, en questionnements et en émotions. Nous avons eu un état des lieux du climat par Madame Masson-Delmotte qui nous a bouleversés. Qu'attendait-on de nous ? De s'informer, de débattre ensemble, de faire des choix, de réfléchir à de nouvelles normes environnementales et d'élaborer des mesures dans l'intérêt général qui deviendraient des lois, des décrets, des réglementations permettant de lutter contre le dérèglement climatique dans un souci de justice sociale pour baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour cela, nous étions accompagnés d'une équipe d'animateurs, d'un groupe d'appui, de juristes et de bien d'autres personnes. Nous avons eu la chance de rencontrer des experts, nous les avons écoutés et puis nous avons demandé à en auditionner d'autres. Nous voulions toujours en savoir plus, nous voulions plus de temps aussi. La tâche était immense et nous avions à cœur d'amener à son terme la mission qui nous avait été confiée, une transition énergétique réussie. Nous avons travaillé par thématique, là aussi nous avons été tirés au sort pour rejoindre un groupe de travail. Pour moi, c'était se déplacer. Nous avons rencontré M. de Romanet, PDG des aéroports de Paris, M. André Brotteau pour Vinci Autoroute, M. Louis Gallois, président du conseil de surveillance Peugeot. Nous étions 5 groupes de 30 personnes en salle pour travailler, puis tous ensemble en hémicycle pour échanger sur l'avancée de nos travaux. Alors, nous voulions entre autres réduire la circulation des poids lourds, limiter les effets néfastes du transport aérien, développer les autres modes de transport que la voiture individuelle, réduire la vitesse sur autoroute. Cette mesure a tout de suite été rejetée par le président. C'était une mesure qui n'était peut-être pas populaire, mais à ce jour, l'été sur l'autoroute, les panneaux d'affichage nous demandent de réduire la vitesse de 20 km/h pour cause de pollution. Alors, il y a l'hydrogène aussi, pour lequel la France investit actuellement. Le courage de certains élus locaux à l'origine d'initiatives environnementales qui redonnent de l'espoir. Si en octobre 2019, lorsque j'ai intégré la Convention, je trouvais que l'on parlait bien peu de l'urgence climatique, aujourd'hui, 18 mois plus tard, le sujet semble s'être vulgarisé. Il est maintenant présent dans les publicités, les reportages, les films, lors des informations sur les chaînes publiques et même dans les dessins animés pour les enfants, ça je l'ai vu, et c'est tant mieux. Ce que cela a changé dans ma vie après avoir absorbé une quantité d'informations très importantes sur le climat et la biodiversité, j'ai les oreilles qui se dressent à chaque fois qu'il est question de la nature. Je reste en alerte et mes livres de chevet ont un peu changé. De Fred Vargas, je lis L'humanité en péril. Nicolas Hulot nous a souhaité bienvenue dans la complexité lors de son intervention au Palais d'Iéna. Bien sûr que c'est complexe, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain et pourtant, on est pressé, il faut accélérer la transition pour éviter un réchauffement climatique supérieur à ce qui doit être respecté dans les accords de Paris, pas plus de 1,5 degré pour 2100 et une neutralité carbone pour 2050. Un défi pour réinventer le monde de demain. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce témoignage. J'ai quand même envie de vous poser quelques questions. D'abord, quel était votre niveau de conscience sur le climat ou est-ce que vous aviez même conscience qu'il y avait une urgence climatique avant le début de la Convention ? Non. Non, parce que on en entendait, enfin moi j'en entendais pas parler plus que ça, et puis comme je le dis, je pensais qu'il y avait des gens qui s'en occupaient. En fait, quand il se passait quelque chose, on nous demandait de changer des modes de vie, comme quand il y a eu le trou dans la couche d'ozone, on nous a demandé de faire attention aux aérosols, ce que j'ai fait. Quand on m'a demandé de trier mes poubelles, j'ai trié mes poubelles. En fait, j'attendais qu'on me demande des choses, comme à chaque fois. Je ne pensais pas que... D'accord. Donc en fait, ce que vous nous dites là, c'est que quelque part, vous attendez qu'on vous demande, et vous avez été très étonné que ça soit à vous qu'on demande de faire les règles finalement. Tout à fait.
tout à fait, parce que j'ai aucune... Il y a eu un renversement des rôles. À part du bon sens, j'avais pas de formation pour ça. Alors, on va revenir vers vous, Evelyne. Amandine, bonjour. Bonjour. Donc, Amandine de Paris, vous avez été donc, dans la même convention, peut-être pas dans le groupe Se Déplacer, mais vous avez aussi un témoignage à faire, peut-être plus sur l'après-convention. Dites-nous, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Moi, je voulais vous parler en fait aujourd'hui en rapport avec la fresque du climat, du sujet de la sensibilisation et de l'éducation au climat qui a été très vite une question intrinsèque au conventionnel, en dehors du témoignage très vivant d'Evelyne qui est une preuve de la transformation qu'on a subie. Il y a eu très tôt dans le collectif une prise de conscience du fait qu'on était extrêmement chanceux d'être ces 150 personnes tirées au sort, qui pouvions rencontrer les plus grands experts, avoir à notre disposition des chefs d'entreprise comme a cité Evelyne, mais également Jean-Marc Jancovici, que vous avez eu tout à l'heure. Enfin, vraiment un panel de gens et une qualité d'information qui nous a fait prendre conscience qu'on était chanceux. Et du coup, il y avait cette logique de se dire on doit tout faire et tout mettre en œuvre pour que demain, ça profite au plus grand nombre. C'était très vite une conscience aiguë et de se dire il faut qu'on ait des mesures structurantes dans nos rapports et dans nos travaux sur l'éducation au climat et également par extension sur aussi la généralisation de la participation citoyenne, qui est un autre aspect, mais les deux sont liés. Donc c'est vrai que je voulais vous citer, on a quand même moi j'ai fait partie du groupe Consommer, pour votre information. Donc, qui est un groupe qui s'est beaucoup interrogé sur, justement, Evelyne parlait des spots télévisuels, etc. La publicité était un de nos sujets les plus, on va dire, les plus polémiques aussi, puisqu'il n'a pas complètement abouti dans le sens de ce qu'on avait souhaité. Mais il y avait tout un volet éducation, qui c'est l'objectif 5, faire de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation des leviers d'action de la consommation responsable. Et là-dedans, vous avez un nombre de pistes, et je pense qu'ils font tout à fait écho à ce que fait la fresque aujourd'hui et à la mission que vous vous êtes donnée. Donc voilà, ça c'était le premier point en tout cas que je voulais rappeler et dire que cet enjeu était au cœur même finalement de nos travaux en fait à la fin. Et puis peut-être vous dire un mot sur aussi notre manière à nous de poursuivre cet engagement. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui quand Evelyne ou moi on est devant vous ou d'autres citoyens qui ont des formes d'engagement très différentes sur leur territoire. Vous avez des citoyens aujourd'hui qui sont engagés dans les campagnes régionales. Vous en avez plus d'une dizaine, ce qui est pas... ce qui est significatif à mon sens aussi du regain d'engagement et de l'envie de citoyenneté très concrète que ça a généré chez beaucoup d'entre nous. Et en fait, ça fait partie de ça aujourd'hui quand on témoigne devant vous, devant la presse, devant peut-être des écoles, le demain des tiers-lieux. Enfin, il y a un ensemble vraiment d'acteurs à qui on se sent le devoir de raconter ce qu'on a vécu, de raconter le pouvoir de l'information, le pouvoir d'une information juste, et le déclic que ça peut provoquer chez les gens. Voilà, c'est un peu notre mission aujourd'hui, c'est aussi en partie de poursuivre ce témoignage parce que je pense que c'est important. Et comment ça s'est passé avec votre entourage proche, vos amis, votre famille ? Vous avez réussi à faire passer les messages et à les faire progresser en même temps que vous ou pas ? Alors, la famille, souvent, et je pense dans beaucoup des cas pour les 150 citoyens, était en effet le premier cercle test de notre capacité à partager nos idées, à partager la connaissance qu'on avait reçue. Et c'est aussi des gens qui, nos familles nous ont humainement beaucoup accompagnés dans ce process parce que Evelyne l'a dit sans le dire de manière très polie. On est passé de 6 week-ends de travail à une aventure de plus d'1 an qui continue encore aujourd'hui, qui a des implications humaines en termes de temps de travail très fortes. Donc finalement, la Convention fait partie de nos vies, je pense, des vies de nos familles aussi. Non, moi ça s'est très bien passé. J'avais une famille très réceptive qui était même qui jalousait mon tirage au sort et qui disait j'aurais aimé que ce soit moi. Donc non, c'était vraiment
Très, très intéressant de pouvoir partager ça dans nos cercles amicaux et familiaux. Et puis de voir aussi l'évolution sur la médiatisation de la Convention. C'est-à-dire, je me rappellerai toujours, on a commencé, j'allais en soirée, je disais à des copains, j'ai été tirée au sort pour ça. Tout le monde disait, je ne sais pas ce que c'est, pas entendu. Et puis à la fin, il y avait 1 an plus tard, on était reçus à l'Élysée. Alors là, c'était plus du tout la même chose, quoi. Il y avait un effet waouh, les gens disaient, mais ouais, c'est vachement intéressant. Ah bon, t'es citoyenne de la Convention. Ouais. Donc ça a aussi beaucoup joué. On parlait du rôle des médias tout à l'heure. Enfin, je veux dire, qui nous écoutent. Ouais. Qui nous écoutent. En effet, moi, je tiens à saluer. Il y a eu un traitement médiatique de la Convention, un suivi de certains journalistes, un suivi dans le temps, un suivi vraiment personnalisé des citoyens aussi, et avec un respect de nos individualités, de notre vie privée aussi, parce que nous, c'était un rapport aux médias qui n'était pas du tout inné, faut le dire. On n'a pas été formés pour ça. On n'avait pas l'habitude de donner notre opinion publiquement. Donc voilà, je tiens à saluer ce travail. Merci. Evelyne, juste, vous, avec votre entourage, ça s'est passé comment? Vous avez réussi à faire passer ce message d'urgence? Oui, mais c'est vrai qu'au début, personne n'était au courant de la Convention, en fait. C'est au fur et à mesure où on en entendait parler, mais autour de moi, j'arrivais à faire passer des messages, notamment à mes petits-enfants. Je ne manque pas de lui dire au dernier, et toi, tu fais quoi pour la planète? D'accord. Je veux bien réagir sur cette dimension de communication autour de la Convention. Je trouve qu'on est passé un petit peu à côté de l'exercice en amont, justement. Il aurait fallu beaucoup plus que l'opinion publique ait pris conscience de l'exercice démocratique qui était en train d'avoir lieu. Parce que les gens qui réfléchissent à la façon de gérer la démocratie connaissent bien ces sujets de tirage au sort, de prendre des gens qui sont représentatifs de l'ensemble de la population pour ensuite les faire travailler sur un sujet et prendre le temps de devenir un peu expert d'un sujet, parce qu'en fait, on ne peut pas tous être experts de tous les sujets, ni les citoyens, ni les députés. Il faut se spécialiser, il faut à un moment donné prendre du temps, prendre connaissance du dossier, et ensuite, on peut commencer à travailler et à faire des recommandations. Donc, quand on est député, on se spécialise sur un sujet, on rentre dans des commissions et on essaie de monter en compétence sur ces sujets pour prendre des décisions. Mais malgré ça, on n'a pas la possibilité d'aller aussi loin que ça. Il y a trop de sujets différents et on n'a pas la possibilité d'aller aussi loin que ce qu'ont fait les membres de la commission. Et donc cet exercice consiste à dire, voilà, on prend des gens au hasard, on leur donne l'information nécessaire pour avoir un avis sur le sujet. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Et on a vu ce que ça donne. L'ensemble des membres de la commission ont vraiment été bouleversés j'ai l'impression, par l'enjeu et sont arrivés sur des recommandations ensuite qui allaient très très loin, beaucoup plus loin que les recommandations politiques du moment et même quelquefois beaucoup plus loin que les préconisations de certaines ONG. Donc c'est ça qui était intéressant, et cet exercice, il aurait dû être fait de communiquer sur la légitimité d'une telle assemblée. Pourquoi elle a une légitimité? Parce qu'on prend des gens qui sont représentatifs de la population et on leur donne les bonnes informations, et en fait c'est comme s'il y avait 67 millions de Français qui disent « Moi j'ai pas le temps de passer 5 week-ends sur le sujet, donc je vous confie la responsabilité de le faire, je vous fais confiance ». Alors vous n'êtes pas 3 personnes, vous êtes 150 personnes. Donc 150 personnes, ça fait quand même un nombre suffisant pour qu'il en ressorte quelque chose de robuste. Donc en fait, on aurait dû beaucoup plus communiquer sur le fait que voilà, cette convention, c'est 67 millions de Français qui vous font confiance à vous, 150 personnes, pour regarder de plus près ce sujet et pour prendre des décisions, en tout cas faire des recommandations qui arrivent à quelque chose. Ça, je trouve que ça n'a pas été suffisamment dit. Et à l'arrivée, il y a des recommandations qui ont été faites, et il y a eu des gens pour dire « ouais, mais c'est pas, c'est d'un point de vue constitutionnel, ça n'a pas de valeur, etc. » On s'en fiche. D'un point de vue constitutionnel, peu importe. Derrière, il y a un processus législatif qui va avoir lieu. Si ces recommandations, elles sont légitimes, on les prend, on les présente, on fait des lois avec, et on y va. Oui, et ça n'a pas été fait suffisamment, ça n'a pas été suffisamment respecté. On peut peut-être demander à Evelyne et Amandine ce qu'elles pensent de la façon dont leurs propositions aient été traduites dans la loi, enfin en cours de traitement, puisque c'est toujours pas terminé, ça doit encore repasser, mais enfin bon, on a quand même une petite idée.
Moi, je vais d'abord rebondir sur ce que vous dites, et c'est-à-dire que cette histoire de légitimité, elle nous a beaucoup travaillé quand on était dans la Convention, à plusieurs endroits, légitimité par rapport à des représentants élus qui ne voyaient pas forcément au début d'un très bon œil notre arrivée et le mandat qui nous était donné. Et puis, très vite, il y avait cette volonté de se dire on doit gagner aussi notre légitimité face aux 67 millions de Français. Parce qu'on sentait qu'on travaillait aussi en chambre, avec des conditions de travail que j'ai rappelées tout à l'heure, une qualité d'information exceptionnelle. Et donc, on se disait comment est-ce qu'on va réussir à la sortie à embarquer par nos travaux et par ce qu'on est et par tous nos vécus différents le reste de la population française. Et donc peut-être que c'est quelque chose qui aurait dû être mieux posé d'emblée, ça je n'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas il y avait cet enjeu très fort de se dire comment nos concitoyens vont recevoir les mesures, comment nos concitoyens vont réagir aux mesures, se projeter ou pas, sachant qu'on a vécu un exercice que peu de Français ont vécu, il faut le dire. La crainte que ces mesures ne soient pas acceptées, quoi. Pas acceptée, pas comprise, parce que tout à l'heure j'ai remercié pour le traitement médiatique, mais il y a aussi des failles, c'est-à-dire que sur le fond du rapport, finalement je pense que vous avez peu de Français encore aujourd'hui, j'ai amené le bébé, je les excuse aussi, parce que quand on voit le pavé, on se dit c'est un peu décourageant, mais il y a finalement quelques mesures qui ont polémiqué, qui sont sorties du lot à l'époque. Mais je pense qu'il y a encore un gros travail de fond sur la somme en fait que tout ça représente et le fait qu'on peut encore, je pense, accomplir un travail de vulgarisation et de diffusion de ce rapport plus largement à l'ensemble de nos concitoyens. Donc voilà, moi je vois tout le temps des évolutions plus que de la déception dans les choses. Donc ça c'est très personnel par rapport à votre question sur le projet de loi. C'est factuel, ce projet de loi ne reprend pas en l'état nos propositions. Je veux dire, par A plus B, c'est montré. Il y a des nuances, il n'y a pas tout, voilà. Mais c'est quand même aussi la première fois, et je tiens à dire qu'on a un projet de loi en France qui est issu d'une parole citoyenne en ce sens. Donc moi, à titre personnel, je ne peux que me réjouir de l'aventure que j'ai vécue, et je vois plutôt le reste en fait des combats qui sont à mener. Moi, on travaille beaucoup avec d'autres citoyens aussi sur le volet européen. Vous avez parlé tout à l'heure de la COP de Glasgow. Nous, on essaie de se renseigner beaucoup et de suivre la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est un sujet important pour embarquer les citoyens dans le futur projet européen et leur permettre d'être mobilisés. Est-ce qu'il y a des projets équivalents dans d'autres pays dont vous avez eu connaissance ? Tout à fait, oui. Écoutez, juste cette semaine, c'est la Convention allemande qui a rendu ses travaux. Donc sur un modèle vraiment très similaire au nôtre, 160 citoyens tirés au sort qui ont rendu 80 préconisations au gouvernement sur des sujets essentiellement climatiques. Vous connaissez tous l'exemple irlandais qui, lui, était concentré sur d'autres questions pas climatiques, mais qui était un des premiers aussi en la matière. La Convention britannique qui s'est tenue en fait en même temps que nous, mais avec une médiatisation différente aussi, et parce qu'ils ont été beaucoup plus en visioconférence que nous aussi, ça c'était un différentiel. Il y a d'autres projets. L'Europe réfléchit à quelque chose aussi de plus macro sur la manière de consulter les citoyens européens dans leur ensemble. Et donc voilà, c'est des questions, je pense, sur lesquelles on a quelque chose à apporter et sur lesquelles on continuera de se mobiliser indépendamment des discussions qui sont en cours sur la législation nationale. Evelyne, vous faites aussi partie de groupes avec d'autres conventionnaires qui travaillent sur des sujets en particulier aujourd'hui ? Non, pas vraiment. D'accord. Enfin, vous continuez votre cheminement personnel. Voilà. Avec quand même, j'imagine, des choses qui ont changé dans votre façon de... Oui, tout à fait. Tout à fait. On est beaucoup plus en alerte, on est plus vigilant, et puis effectivement, on essaye de faire passer le message parce qu'on sait que maintenant, on n'a plus le temps de réfléchir, il faut y aller. D'accord. Cédric, tu veux dire quelque chose, non, là-dessus ?
Non, je vais rien à rajouter. Quelle est la suite du programme? On a des questions avec le public, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions avec le public. Je ne sais pas si on prend les questions des journalistes. Ou des questions à distance? Voilà, les questions à distance. Et... Alors, une question dans la salle déjà. Bonjour, je voulais revenir moi à la fresque pour le climat. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le rôle que vous conférez à ce jeu de 3 heures que je n'ai pas fait, je vais le faire cet après-midi. Mais le rôle, c'est quoi? C'est de donner les bases clés aux gens sur le climat ou alors c'est juste de leur donner l'appétit d'aller voir plus loin après? Et j'avais une deuxième question. Il y a une tribune dans Le Monde qui est parue mercredi, je crois, d'étudiants dans des écoles de fonction publique qui demandent à être formés sur ces questions de la transition écologique. C'est ce qu'avait dit aussi la climatologue Valérie Masson-Delmotte sur cet enjeu-là. Est-ce que vous demandez, par exemple, que la fresque pour le climat intègre les programmes scolaires? Est-ce que c'est aussi de vos objectifs que vous... Alors merci de poser la question. J'ai été victime de l'effet Dunning-Kruger. Je n'ai même pas expliqué ce qu'était la fresque du climat en début de mon intervention, comme si tout le monde connaissait, alors que non, tout le monde ne connaît pas encore l'outil. Donc c'est un outil un outil pédagogique qui consiste à mettre 5 à 7 participants autour d'une table, leur donner des cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets, et des cartes qui correspondent aux différentes composantes du changement climatique. Et en faisant cet exercice, on comprend bien à la fin quelle est la mécanique derrière le changement climatique. Ça, c'est la première étape. Il y a une étape ensuite créative qui consiste à décorer la fresque en mettant de la couleur, en choisissant un titre et en faisant des dessins. Et puis, il y a une dernière étape qui est finalement en fait la plus importante, qui consiste à débattre de ce qu'il est possible de faire. Donc un peu comme vous l'avez fait pendant 5 week-ends ou plus avec la Convention citoyenne, débattre des solutions pour enrayer ce changement climatique. Et le tout dure 3 heures. Après, pour répondre à votre question avec les étudiants, oui, nous on plaide pour que l'enseignement sur le climat de manière générale et la fresque du climat en particulier soit beaucoup plus présent dans l'enseignement, donc dans l'enseignement supérieur. Alors nous-mêmes, on a pris l'initiative d'aller proposer la fresque dans des dizaines, même des centaines d'établissements de l'enseignement supérieur, des universités, des écoles. Et donc on a fait jouer, je crois aujourd'hui, 70 000 étudiants de cette façon-là. Et on pousse pour que ça devienne, si possible, obligatoire, enfin en tout cas que ce soit que l'outil soit présent dans un maximum d'établissements et que l'enseignement au climat, de manière générale, soit présent également le plus possible. Mais c'est pas la seule cible. La cible de cet outil, c'est vraiment de toucher tout le monde et en premier lieu les décideurs économiques et politiques qui doivent avoir des connaissances sur l'enjeu climatique. C'est un enjeu de formation et d'information. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... En fait, si on vous a demandé de venir ici, c'est pour témoigner de ça. On ne peut pas prendre des décisions sur les enjeux climatiques si on n'a pas été formé. Vous avez eu besoin, au début, dans les 2 premiers week-ends, d'avoir le temps d'assimiler les connaissances disponibles sur les enjeux climatiques pour ensuite pouvoir faire des propositions suffisantes. Donc nous, le lobbying de notre association, c'est celui-là, c'est de dire il faut pousser la connaissance sur les enjeux climatiques au niveau des décideurs, pas juste aller faire jouer les enfants en école primaire et leur apprendre à trier les déchets. Non, ça c'est bien gentil, mais c'est nos dirigeants, c'est les députés, c'est les ministres qui doivent se former là-dessus parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le niveau de connaissance suffisant pour prendre les décisions qu'ils doivent prendre. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Merci d'être présente parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre ressenti. Et moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez vécu parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait la Convention citoyenne, j'aurais bien voulu parce que je pense que c'est effectivement une aventure très intéressante. Mais j'ai en fait eu un accident et pendant cet accident, j'ai été effectivement dans un fauteuil roulant et pendant cette période, je me suis intéressée à ce qui se passait sur comment gère le climat. Et à l'époque, il y avait M. Gobert qui faisait une commission énergie-climat et le fait que les débats soient publiés enregistré en vidéo, ça me permettait d'assister à distance, effectivement. Et moi, j'ai été frappée de voir tous ces experts défiler, exposer les choses tout à fait clairement.
Et je me suis rendu compte de la difficulté de nos politiques à mémoriser déjà toute l'information, la quantité d'informations qu'on reçoit comme ça d'un coup. Donc déjà, je vous félicite parce que c'est pas facile de tout mémoriser. Avoir de l'information, c'est une chose, la mémoriser, c'en est une autre. Et la chose que j'ai aussi découverte, c'est que même quand on a l'information, des fois, on ne la comprend pas. Donc je ne sais pas comment vous avez fait pour effectivement à la fois assimiler toutes ces informations et avoir peut-être, je sais pas, une forme de rattrapage ou de l'assistance pour qu'on vous aide à comprendre certaines choses qui sont complexes. Donc peut-être que vous pouvez témoigner là-dessus, parce que c'est une de mes interrogations. Et puis maintenant que vous avez toute cette connaissance, parmi les 150 personnes qui ont été formées, je voulais savoir combien il y en avait qui étaient fresqueurs. Voilà. Ça, ils ne pourront peut-être pas répondre. Evelyne, vous avez eu beaucoup de travail en dehors des week-ends ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Au début, je manquais d'informations, donc ce n'était pas suffisant. Donc toute la semaine, je cherchais de l'information, des articles, je cherchais tout. Vous êtes devenue une geek du climat ? Eh bien, je voulais savoir de quoi je parlais, donc ouais. je me suis fortement intéressée parce que je voulais savoir où est-ce que j'allais me mener. Quelles étaient vos sources d'informations ? Il y avait la radio, de très bonne heure le matin, on arrivait encore à avoir des articles sur ça. Ouais. Et aussi à la télévision, il y avait eu une magnifique émission sur la Terre. Donc tout ça, je ratais rien. Ok, alors qu'avant, vous... On avait un socle de documentation commune qui était fourni par la Convention et avec des lectures très régulières qui étaient également préconisées par la Convention. Donc en plus de ce qu'on pouvait aller chercher nous-mêmes. D'accord, vous aviez des devoirs à la maison. Oui, pour les plus assidus d'entre nous. Il n'y avait pas d'obligation de les faire, mais il y avait en tout cas des suggestions pour aller plus loin. Ok. Et sur le nombre de fresqueurs, je pense que vous ne savez pas. Non. Une autre posera la question. Une question là-bas. Oui, bonjour à tous. Je ne suis pas sûr d'avoir compris si la fresque du climat a été utilisée pendant la Convention citoyenne. Si ? Oui. On a eu un atelier de la fresque. Je ne saurais pas vous dire quelle session, 3e ou 4e session, je pense. Non, je ne pense pas. En fait, il y a eu un atelier de la fresque de la Renaissance écologique qui s'appelle aussi fresque, mais qui est un outil différent et qui n'a pas été fait par l'ensemble des 150 citoyens, mais juste un groupe de travail, voilà, si j'ai bien compris. C'est un outil un peu différent qui est plus directement sur les solutions, autre chose. Voilà. C'est aussi une fresque. Ok, donc pour l'instant, Amandine et Evelyne ne connaissent pas forcément la fresque du climat. Du coup, apparemment non. Evelyne avait participé, mais si ça n'est pas la même fresque, on est pris de court là. Il y en a plein pendant l'après-midi, si vous voulez. Malheureusement. On vous invite pour en faire une tout à l'heure, si vous avez le temps. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Si, monsieur, devant, de nouveau. Vous avez parlé tout à l'heure de l'objectif que vous voulez de nombre de personnes à avoir fait sa fresque. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu d'avoir à trouver des fresqueurs, comme vous les appelez ? Donc vous avez dit qu'il y en a 5000. Est-ce que vous visez un nombre à avoir aussi dans les prochains mois, prochaines années ? Et est-ce que c'est compliqué à trouver ? Et comment même on devient fresqueur finalement ? Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus. Oui, le but, c'est que tous les chiffres avancent, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont joué, le nombre de personnes qui animent. Donc, en effet, on cherche des animateurs. Et quand on aura atteint notre objectif de faire jouer 1 million de personnes, ce qui est pour bientôt, on annoncera l'objectif suivant, qui sera d'avoir 1 million de fresqueurs dans le monde. Voilà. Et parce que c'est ça qu'il va falloir atteindre comme ordre de grandeur. 1 million de personnes capables d'animer cet outil sur toute la planète pour atteindre ensuite des dizaines et des centaines de millions de personnes sur Terre au niveau international. Voilà. Ça, on l'annoncera quand on aura atteint le million. Le million. Alors, une question encore, ça va être la dernière, je pense, parce qu'il faut qu'on libère nos invités. Bonjour, moi je suis fresqueur débutant et c'est vrai que j'ai découvert ça il y a 1 an, j'ai trouvé ça passionnant. Vous avez évoqué tout à l'heure
votre ambition de cibler les décideurs et de mieux former nos décideurs politiques, notamment. On est en pleine période électorale, et les présidentielles à l'horizon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ciblez les différentes listes, les différents candidats et leurs équipes pour les former sur ces sujets ? Oui, alors on est une association qui regroupe énormément de bénévoles et qui prennent tous plein d'initiatives parce que c'est l'état d'esprit dans lequel on est, c'est-à-dire que l'outil il est là, il faut s'en servir et personne n'a besoin de demander l'autorisation pour aller prendre l'initiative d'aller former un candidat, un élu ou autre. Donc la réponse est oui, en effet. Il y a plein de bénévoles aujourd'hui qui se sont mobilisés déjà sur les députés pendant la loi climat, sur les sénateurs aujourd'hui, sur les candidats pour les régionales et puis les prochaines élections. Donc oui, c'est bien l'objectif, c'est de former y compris les candidats et les élus sur ces enjeux. Ok, plus de questions. Peut-être qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, tout à fait. Ouais. Pardon ? Une dernière question là-bas, au fond. Oui, je suis pas sûr que ce soit une question, parce qu'effectivement, dans mon coin, je ne désespère pas du tout de faire venir les élus et les candidats aux fresques que j'anime. Même, je pense qu'ils viendront. Par contre, la question est aux deux personnes citoyennes. Est-ce que vous avez le pouvoir d'inciter la ministre, enfin les ministres et autres, enfin de leur dire de faire une fresque ? Parce que moi, j'écris à beaucoup de députés, y compris aux ministres, j'ai rarement des réponses, quoi. Écoutez, prochaine fois qu'on a l'occasion d'échanger avec la ministre, Madame Pompili, on lui dira, mais elle n'en a pas déjà fait un atelier de la fresque ? Vous êtes sûr de ça ? Elle n'a pas exactement joué à la fresque de bout en bout. Elle a fait une fresque quiz, c'est-à-dire le format qui se fait debout pendant des événements. Je ne sais pas. En tout cas, elle a vu le concept. On lui a expliqué le concept et elle le connaît. En tout cas, si je peux vous rassurer sur un point, c'est qu'elle est quand même formée à ces questions, de par son périmètre ministériel. Oui, elle a des connaissances sur le sujet. Et quand j'ai rencontré Madame Pompili, c'était avec Monsieur Blanquer, c'est elle qui lui a expliqué, parce qu'ils ont vu une fresque du climat, ils ont vu des gens en train de jouer, en fait c'est elle qui lui expliquait le principe. Donc elle a saisi le concept. Voilà. Après, dès qu'elle ait joué du début à la fin, je ne suis pas sûr. Ça vaudra le coup qu'elle le fasse avec son cabinet pour sensibiliser ses collaborateurs. Ok, merci beaucoup. Donc encore un grand merci à Evelyne et à Amandine. Voilà, d'être venus témoigner et par là même de prolonger cette convention citoyenne au-delà de sa durée officielle. Et voilà. Donc merci Cédric et merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir. Merci Juliette.